Canal 9, en partenariat avec le service cantonal de la santé publique, la clinique romande de réadaptation, Addiction Valais et Promotion Santé Valais vous présente l'Antidote. Demain, un tiers de la population aura plus de 65 ans, 40% de la population aura une maladie chronique. Les hôpitaux seront saturés, les médecins trop peu nombreux, les coûts de la santé continueront de prendre l'ascenseur. Pour faire face à ces défis, des chercheurs du monde entier concentrent leurs efforts sur la prévention, la prédiction, le prédiagnostic, l'amélioration des traitements. Ils travaillent sur le big data, sur des outils technologiques du patient chronique de demain, sur les matériaux du micro et du nano qui permettront peut-être un jour de mieux vivre avec une maladie, de remarcher après une rupture de la moelle épinière, de prédire un infarctus ou une hypoglycémie. En Suisse romande, en plein cœur de la Health Valley, nous avons plongé dans les entrailles de cette révolution de la médecine. Le rêve, le Graal, dans le domaine du traitement du diabète, c'est d'avoir un système totalement autonome qui mesure votre taux de glucose, analyse ce taux de glucose, définit la quantité d'insuline qui doit être injectée et grâce à ça, le patient n'a plus rien à faire. Voilà, encore, allez encore, ouais. Top, plus de stimulation, elle s'écroule. Hop, on rallume la stimulation et ça recommence. Nous avons environ 500 000 patients qui sont devenus membres de notre plateforme depuis 10 ans. Ça fait de nous le plus petit réseau social du monde ou le plus grand registre médical du monde. La Health Valley, le surnom donné à la Suisse romande, l'arc lémanique, le Valais. Des centaines d'entreprises medtech, biotech, des start-up issues de projets de recherche transdisciplinaires. Une région qui réunit des chercheurs, des ingénieurs, des stars mondiales de la neuroprothèse, des informaticiens, des professeurs et des étudiants. Donc là, il a besoin de tout. Ici, on se trouve au laboratoire des interfaces bioélectroniques souples de l'EPFL. Le professeur Stéphanie Lacour et son équipe est un élément du grand projet de recherche de l'EPFL sur les lésions de la moelle épinière. Imaginez des animaux paralysés qui remarchent. Les résultats ont été publiés dans la prestigieuse revue Science en 2012. Depuis, l'équipe travaille d'arrache-pied pour amener cette technologie jusqu'aux patients. L'objectif de nos travaux est de trouver des méthodes pour fabriquer des dispositifs électroniques qui mécaniquement soient déformables. On a développé au fil des années une technique pour déposer des couches très très fines d'or dans lequel en fait on a introduit des toutes petites fissures qui permettent à la structure, lorsqu'on tire sur cette structure, ces fissures vont s'ouvrir et se réarranger en 3 dimensions, un peu comme un accordéon au final, à la structure de s'étirer et pourtant de ne pas rompre le chemin électrique. Ça c'est la partie qui est déposée directement sur la moelle épinière. Entre ces électrodes, on a aussi un petit canal de microfluidique qui nous permet d'injecter un liquide en fait. Donc c'est comme ça qu'on peut à la fois injecter des charges électriques et un médicament. Le chef d'orchestre de cette belle aventure, c'est Grégoire Courtine. Avec l'implant minuscule, il peut relier le cerveau de la partie préservée de la moelle située sous la lésion, comme une sorte de neuroprothèse électrochimique. L'idée, c'est que ces cellules de la moelle épinière, qui sont localisées sous la lésion, qui normalement contrôlent les muscles, elles ont besoin de sérotonine, une substance qui permet aux neurones de communiquer entre eux. La deuxième chose dont ont besoin ces cellules sous la lésion, c'est d'excitation. Normalement, le cerveau le fait en envoyant des informations un peu toniques en disant on veut marcher, on veut marcher, on veut marcher. Là, bien sûr, il n'y a plus de communication du fait de la lésion de la moelle épinière. Pour remplacer cette source d'excitation, on va stimuler la moelle épinière électriquement. Et l'idée, c'est qu'avec cette stimulation donc pharmacologique et électrique, on appelle ça une neuroprothèse électrochimique. Elle apporte à la moelle épinière
les substances, les informations essentielles pour qu'elles soient fonctionnelles. Par contre, c'est vraiment la moelle épinière qui va faire le travail. C'est-à-dire, elle va traiter l'information sensorielle qui vient des jambes, donc c'est les mouvements qui sont induits par le tapis roulant, l'interpréter cette information sensorielle pour activer les muscles d'une manière coordonnée. Vous allez voir l'animal qui était paralysé qui maintenant va marcher. Cette marche, elle est assez coordonnée et adaptative. C'est-à-dire que, par exemple, si j'éteins le tapis roulant, hop là, attention, là qu'elle marche, là, j'éteins le tapis roulant, vous allez voir, elle va se mettre à tenir debout, tranquillement. On rallume le tapis roulant et directement, hop, elle se met à marcher. Vous voyez? Maintenant, si on augmente la vitesse du tapis roulant, vous allez voir, elle va courir. Hop, 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 hop. Alors qu'elle est en train de courir, toc là, on éteint et maintenant elle tient debout. C'est-à-dire que la moelle épinière est intelligente et elle arrive à adapter la manière dont les muscles sont activés suivant le contexte en fait. La deuxième partie essentielle de cette réhabilitation personnalisée, c'est l'entraînement d'un système robotique où vraiment l'animal doit travailler, c'est-à-dire où le cerveau doit communiquer avec la moelle épinière sous la lésion de sorte à contrôler cette activité. Voilà, c'est elle qui pousse là, vous voyez l'effort qu'elle fait. Et voilà, ça c'est des pas volontaires. C'est-à-dire que maintenant, le cerveau rentre en communication avec la moelle épinière grâce aux stimulations électrochimiques qu'on a mis sous la lésion. Les premiers essais cliniques sur l'homme ont commencé. L'équipe déménagera prochainement à la clinique romande de réadaptation de Sion pour la poursuite des travaux. Mais avant que cette technologie soit disponible pour le patient, il faudra encore beaucoup de temps et d'ajustements. C'est donc ainsi que la médecine de demain s'organise. Elle est transdisciplinaire. Les domaines de compétences s'unissent. Nous nous trouvons sur le site de Campus Biotech, qui fait 40 000 m² et qui est complètement dédié à la recherche biomédicale. Quand on parle du domaine des sciences de la vie, ce n'est plus seulement le domaine médical, ce n'est plus seulement le domaine de la biologie, mais c'est aussi l'intégration des gens qui viennent peut-être de domaines qui sont tels que ceux des matériaux, des nanotechnologies, des microtechnologies, des gens qui viennent du domaine de la physique, des gens qui viennent du domaine de la chimie, des gens qui viennent de l'informatique, de la communication. Et c'est tous ces spécialistes-là qui vont développer d'une part un appareillage pour permettre à cette science de progresser et d'autre part de développer de nouvelles solutions qui seront bénéfiques justement pour le patient. Aucune personne n'est parfaite, mais peut-être qu'une équipe peut l'être. Des équipes se forment, ils travaillent dans ces lieux mêmes sur le Human Brain Project. C'est ici, dans ce type de structure en quelque sorte, que prend forme la médecine de demain. Si l'on regarde la médecine de jadis, et le jadis n'est pas très loin, c'était une médecine qui était essentiellement symptomatique, c'est-à-dire que vous aviez mal quelque part, vous alliez voir un médecin qui allait essayer de trouver la meilleure prescription. Aujourd'hui, si on se tourne vers le futur, on devrait arriver à quelque chose dans lequel finalement le médecin va suivre notre évolution et va anticiper un problème qui pourrait se passer par la lecture notamment de différents signaux physiologiques qui sont pris et qui sont relevés directement chez une personne saine qui pourrait devenir malade. Pourquoi anticiper? Pour éviter de devoir corriger. Pourquoi prévenir? Simplement pour éviter d'avoir à traiter. Pourquoi avoir une personnalisation? Parce que votre organisme est différent du mien. La façon dont il va assimiler et bénéficier d'une substance sera différente de la façon dont je vais le faire. Et donc, si l'on peut éviter ces effets secondaires, trouver des substances qui sont plus actives, c'est pour le bénéfice de tout le monde, de chacune des personnes, et donc on doit la personnaliser. De plus en plus, avec la médecine qui est en train d'arriver, la médecine personnalisée en particulier, on sera tout le temps dans une attitude de prévention. Lorsque la maladie est là, on prévient qu'elle se développe davantage, et on essaie tout le temps d'avoir une attitude qui soit saine, qui soit la meilleure possible par rapport à cette maladie. Donc ça, c'est en train de se diffuser, cette vision préventive, où d'ailleurs il y a davantage de responsabilités dans les mains des patients, il y a davantage de choses à faire par rapport à avant, c'est plus juste un traitement et c'est fini. Tu vois, il y a encore des restes là avec les rideaux. Bertrand Kiefer est le rédacteur en chef de la revue médicale suisse. Il a créé ici un endroit de journalisme, de production de contenu, de réflexion sur la médecine. On va vous faire visiter... On ne peut plus du tout parler maintenant de santé au sens de la grande santé comme on l'avait au XIXe siècle.
plus personne n'est en bonne santé totale. Chez n'importe qui, il y a des facteurs de risque, il y a des prédispositions de maladie, il y a des prémices de maladie qui sont déjà là, qu'on ne voit pas encore, mais qu'avec les nouveaux moyens technologiques, avec la biologie moléculaire, avec la génétique, on peut déjà voir chez la personne. Et donc, chez tout le monde, il y a quelque chose à faire, il y a des améliorations qui sont possibles, et ça change beaucoup à la façon de concevoir même la prévention. La maison qui est à côté de chez moi, c'est mes beaux-parents, ils étaient quasiment Prenons un seuls. exemple concret. Valérie Barras a un diabète de type 1 depuis l'âge de 9 ans. Une maladie chronique qui implique une grande rigueur du patient qui peut mener à des complications graves. Il est donc essentiel d'améliorer les traitements pour faciliter la vie du patient. En 1974, Valérie utilisait ce type de seringue en verre. Une seringue comme ça, c'est vite cassé, hein. Surtout à l'âge de 9 ans. Oui. Puis à l'école, dans le sac à dos, c'était pas simple. Hein. Mon tout premier appareil à glycémie, c'est celui-là. Et il date de 1988. Donc c'était vraiment aussi à mettre la banque. En 1988, Valérie devait se piquer environ 6 fois par jour pour contrôler sa glycémie, son taux de sucre dans le sang. Elle devait s'injecter de l'insuline environ 5 fois par jour. Le fait d'avoir eu ça déjà depuis l'âge de 9 ans, je vis avec, j'ai pas eu le choix. C'était, tu acceptes ta maladie, tu vis avec, tu prends tous les moyens qu'on te donne pour le faire. Mais c'est un combat quotidien parce que la moindre émotion, le moindre stress, la moindre panique, ça peut faire monter ou descendre la glycémie. Des fois, il n'en faut pas grand-chose pour. Aujourd'hui, Valérie continue son combat, mais elle n'a plus besoin de se piquer. Depuis peu, elle utilise un capteur qui se place sur la peau pendant 2 semaines pour mesurer sa glycémie. Elle a aussi une pompe à insuline qui injecte directement une quantité d'insuline prédéfinie. Il y a ce capteur qui est sur notre peau, en sous-cutané, que ce soit au bras, au ventre ou à la cuisse. Mais chaque 3 jours, il faut changer. Les appareils vont très très vite, hein. Même les appareils, tout va très très vite. Après, puis, je vous dis maintenant, tout va sur les smartphones, sur l'ordinateur, tout est informatisé. Les données de Valérie sont transmises directement à son médecin qui peut la suivre à distance. Dans le futur, Valérie utilisera peut-être un système qui fera le lien entre son contrôle de glycémie et ses injections d'insuline, son alimentation et son activité physique. Aujourd'hui, en tout cas, des chercheurs du monde entier tentent d'améliorer sa prise en charge. Debiotech, c'est une entreprise qui fait du développement de dispositifs médicaux, qui a été fondée il y a maintenant plus de 25 ans. Sur un site internet, Une pompe insuline, c'est un dispositif que le patient doit porter 24 heures sur 24. Donc le but, lorsqu'on offre un tel dispositif, c'est de le rendre agréable en fait, au patient. Il ne faut pas que le patient puisse le sentir. Donc la pompe est constituée de 2 parties. Une partie qu'on dit permanente parce qu'elle va rester avec le patient, et puis une partie consommable que le patient va changer régulièrement, prévue entre 7 et 10 jours aujourd'hui. Aujourd'hui, on commence à avoir des dispositifs qui détectent l'hypoglycémie et donc arrêtent la pompe. C'est un élément de sécurité. On a aussi des systèmes qui anticipent l'apparition de l'hypoglycémie, qui disent dans quelques temps, vous aurez une hypoglycémie, donc on va ralentir le besoin. Mais le rêve, c'est un système qui marche totalement de façon autonome, mesure la quantité de glucose, voit les tendances, voit si celle-ci augmente et diminue, et en fonction de ça, en fonction aussi d'une connaissance du patient, de ses activités, va ajuster les doses d'insuline qui sont injectées. À partir de ces appareils, Valérie aura-t-elle un pancréas artificiel en quelques années ? Les outils technologiques permettront-ils de détecter une hypoglycémie ou une hyperglycémie avant qu'elle ne survienne ? La HESSO, sur le site de Technopôle à Sierre, abrite une réelle fabrique de logiciels dans le domaine de la e-santé. Derrière chaque porte se cache un projet qui peut-être fera la médecine de demain. Ça, c'est comme une ceinture de sport. Ça se met autour du thorax comme ça, avec le capteur sous le bras gauche. Et puis on a 2 électrodes ici qui mesurent le rythme cardiaque et qui prend directement, même plus que le rythme cardiaque, le ECG, c'est-à-dire vraiment l'électricité qui passe à travers le cœur en gros. Du coup, on obtient ce genre de signaux ici
qui sont utiles pour les médecins, qu'ils utilisent pour justement analyser la forme du signal et puis obtenir des informations sur l'état de santé au niveau cardiologique. Quand le niveau de glycémie, donc le niveau de sucre dans le sang baisse, cet intervalle a tendance à s'allonger. Donc on pourrait analyser le signal qu'on a ici afin de voir justement est-ce qu'on a cet allongement qui va nous indiquer que le patient est en train d'avoir une baisse de glycémie à ce moment-là. Toute la clé ici, c'est de dire on ne veut pas prendre la glycémie dans le sang, mais on veut avec justement ce Zephyr Belt pouvoir prédire à l'avance, sans prendre le sang, justement qu'il y aura une hypoglycémie. Donc c'est non invasif, si vous voulez. Il y a un besoin aujourd'hui très fort aussi à pouvoir démontrer l'utilité de tous ces capteurs, etc. D'un point de vue médical. Nous, les ingénieurs, nous aimons bien développer ce genre de choses, mais ça ne sert à rien si on ne démontre pas que ça améliore la prise en charge médicale de telle maladie, par exemple. Parmi les outils informatiques développés ici, il y a des projets humbles et très pratiques. Ce système sur la tablette, par exemple, vise à améliorer la prévention des chutes chez la personne âgée. C'est le TNI Elderly. La personne âgée peut voir en tout temps les exercices à faire. Donc il n'y a plus besoin de se rappeler qu'est-ce que le physio a dit, comment il fallait le faire. Là, on a directement sur la tablette les exercices filmés où on va faire des tests d'ici septembre. Et là, on va en fait regarder comment les personnes âgées utilisent la tablette. Donc on a mis un peu des trackers dedans pour voir un peu comment elles se font et puis faire des big data avec ça. D'accord, excellent. Avec les algorithmes qu'on développe, on est un petit peu en avance, c'est-à-dire bien avant d'aller voir le médecin, on peut avoir des aides, par exemple pour les soins à domicile, ce qui permet de ne pas avoir d'hospitalisation trop rapide de personnes, par exemple, qui sont plus âgées, et puis de les garder le plus longtemps possible à la maison dans des conditions de confort et de sécurité qui sont maximales. C'est un changement fondamental, parce que les physiothérapeutes, en général, ils savent quel exercice il faut faire avec les patients, oui. Tandis que là, la problématique de la chute en soi touche aujourd'hui un tiers des personnes de plus de 65 ans qui chutent en moyenne une fois par année, et puis à partir de 80 ans, c'est 50% des gens qui tombent au moins une fois par année. Alors si tu fais un pas avec la jambe gauche, tu tournes à gauche. Voilà. Beaucoup de gens sont en rupture de vie à partir d'une chute. C'est-à-dire qu'avec une blessure même légère, la peur de chuter est un facteur prédictif de la chute. Donc quand on est tombé une fois et qu'on s'est fait un petit peu mal, on a très peur de retomber une deuxième fois. On va bouger moins, on va être moins sûr dans ses mouvements, on va plus oser faire certaines choses et on rentre dans le cercle vicieux. Garder les gens à domicile, amener l'hôpital à la maison. Dans le développement de dispositifs médicaux, Debiotech veut aussi s'implanter dans le domaine de la dialyse. Pour les personnes qui souffrent d'insuffisance rénale, la dialyse remplace la fonction du rein. Le traitement se fait la plupart du temps à l'hôpital. Des sacs de dialyse qu'on utiliserait dans le cas d'un traitement avec un patient, qui est typiquement ici un sac de 5 litres, qu'il doit brancher sur les 3 lignes de bagues qui sont disponibles avec la machine. Le problème qu'on a en hémodialyse, c'est qu'il vous faut à peu près 40 litres de fluide par jour. Et donc ça demande beaucoup d'eau. Et là, nous travaillons sur un système avec un sorbant qui permet de purifier l'eau et donc de réutiliser la même eau. Et donc au lieu d'avoir besoin de 40 litres d'eau, il nous suffit de 4 à 5 litres d'eau pour faire un traitement. Si vous voulez que le patient accepte de le prendre à la maison, il faut aussi qu'il n'ait pas le sentiment de transformer son appartement, sa chambre, en un hôpital. On vit vraiment une transformation profonde de la médecine dont on n'a pas assez conscience. Parce que la technologie change déjà les outils qu'on a par exemple à l'hôpital ou qu'il y a chez le médecin. Les 3/4 des moyens diagnostiques qu'il y a chez le médecin, qui vont, je sais pas, de l'ECG à la dermatoscopie, à l'otoscopie, tout un tas de choses de ce genre, sont en train de passer dans les mains des patients avec tous les dispositifs qu'on peut brancher sur un smartphone. Et donc, il y a aussi un décalage des outils qui sont de l'hôpital et qui passent dans la médecine ambulatoire. Donc il y a de plus en plus de médecine ambulatoire parce qu'avant, ce qu'on pouvait faire que dans l'hôpital peut se faire maintenant en ambulatoire. Et donc on voit ce grand décalage des technologies
vers l'ambulatoire et même vers le patient. C'est une vidéo que nous avons réalisée avant son décès. Mais le message principal est que votre expérience, vos informations peuvent survivre et aider le prochain patient, même après votre mort. Alors il y a un acte d'honneur dans ce partage. Patient Like Me est un site internet qui recense 1,5 million de membres, des patients qui partagent leurs informations afin d'aider les autres, des informations précieuses sur les médicaments, sur les thérapies. Avec les quantités de données qui sont accessibles sur Internet, le patient remet en cause de plus en plus les décisions. Il discute de manière plus engagée avec ses médecins. Ils veulent savoir qu'ils reçoivent le meilleur traitement pour eux. Pas tout le monde fonctionne de cette façon, mais je crois que d'ici une génération, tout le monde va choisir de manière plus éclairée, comme nous choisissons nos chaussettes le matin ou quels articles acheter sur Amazon. Un des avantages clairs pour l'industrie pharmaceutique d'obtenir ce type d'informations sur la santé des patients est vraiment de mieux comprendre l'impact des médicaments commercialisés par l'industrie pharmaceutique dans la vraie vie. En général, ils étudient les médicaments à partir de cohortes de contrôle de peut-être quelques centaines ou milliers de patients. Le médicament est approuvé et il est ensuite appliqué à des millions de patients. Les études n'ont pas été faites sur des millions de patients. Alors il est évident qu'il y a des choses inattendues. Le médicament peut cesser de fonctionner chez certaines personnes, il peut y avoir des effets secondaires, où les gens arrêtent de le prendre parce qu'il y a de l'inconfort. Et c'est totalement inattendu que certaines personnes arrêtent de l'utiliser parce que c'est un super médicament. Et l'industrie pharmaceutique est très intéressée de comprendre ce type de choses. Les gens sont tellement complexes. Et un médicament a été étudié pour soigner l'hypertension, mais chez quelqu'un qui est en même temps obèse, diabétique et tout, est-ce que ce médicament est aussi efficace ? On n'a pas la réponse actuellement. Et on l'aura dans le futur et on adaptera vraiment le traitement grâce à cette énorme masse de données. Alors ça va être très positif. Alors c'est vrai que je n'ai pas assez insisté là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui s'organise et qui va beaucoup changer la médecine dans un bon sens. Je crois qu'il y a eu un moment où nous avons tous cru qu'en décryptant le génome humain et en identifiant les gènes, nous pourrions simplement faire des médicaments pour corriger ces gènes et que nous pourrions ainsi tout corriger, guérir le cancer. Mais nous nous sommes rendus compte que ces gènes font partie d'un réseau comme tout autre. Et si vous manipulez une seule chose dans le réseau, vous pouvez provoquer une perturbation du réseau en entier. Mais vous n'allez pas résoudre le problème du réseau en faisant une seule chose. Vous avez donc besoin de comprendre comment les différentes couches en lien avec la modification d'un gène peut avoir un impact et changer le réseau. Je pense que la science sera décodée durant notre vie. Le futur de la médecine doit passer par là parce que les décisions seront de plus en plus complexes. Alors évidemment, il y a le souci que les assurances s'intéressent à ça et mettent aussi la main sur les données de ces sites-là. Alors on voit déjà en Suisse des assureurs, il y a la Chrétienne Sociale qui a proposé maintenant de baisser la prime de personnes qui marchent plus de 10 000 pas par jour, de faire des réductions de primes pour les assurances complémentaires, n'ont pas le droit de le faire pour les assurances de base. Et ça c'est préoccupant parce que on ne sait pas du tout où ça va s'arrêter, ce monnayage au fond de son comportement par rapport à la prime. AXA offre à certains de ses assurés français un bracelet connecté. Calories brûlées, rythme cardiaque, oxygène dans le sang. Il stocke tout un flot de données passionnantes. Du coup, l'assureur vous récompense s'il détecte un mode de vie sain. Mais c'est aussi très injuste pour les gens qui, parce qu'ils sont malades gravement, ne peuvent pas marcher 10 000 pas par jour. Et surtout, ça nous amène vers un contrôle des comportements qui est préoccupant, encore une fois. On a le droit d'être comme on est. Car un assuré en bonne santé, c'est un assureur comblé. La médecine personnalisée, la médecine du savoir et des big data, c'est d'en faire un vrai sujet de débat démocratique. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont malades, qui ont tiré des mauvais gènes, qui sont atteints par des maladies graves? Comment est-ce qu'on reste solidaire avec ces personnes? C'est au cœur de la démocratie. On ne doit pas abandonner ça juste aux forces commerciales et économiques. Parce que là, pour le moment, la médecine, c'est un endroit où surgit une anthropologie, où on définit justement une vision de l'homme. C'est un des derniers endroits dans la société comme ça, où on n'a pas une logique des moyens. Vous avez combien dans votre porte-monnaie? Ben voilà, c'est à quoi vous avez droit. Mais des besoins. Vous avez besoin de quoi? Ah ben on va vous le donner. Mais cette logique, elle est au cœur de notre société
Et c'est vraiment important qu'elle subsiste, qu'il y ait un endroit où on regarde l'homme différemment que dans le monde commercial. Au cours de ces dernières années, nous avons filmé les avancées de la médecine, des projets de recherche prometteurs, des thérapies révolutionnaires, que ce soit avec les cellules souches, les nanos ou microtechnologies. Nous avons aussi rencontré des patients avec des besoins, des souffrances et des espoirs. Le pont entre ces deux mondes est en train de se tisser, lentement. Le patient devient plus informé, plus intéressé, plus actif dans sa thérapie, dans ses choix. Le rôle du médecin est remis en question, il est central, il doit suivre, accompagner, guider. Et la science devient plus humble à la fois, elle réunit ses compétences et de plus en plus, elle tend la main au patient.